Bien le bonsoir, amis de l'histoire. Curieux des historiens, passionné de la Lorraine, j'ai la joie aujourd'hui de vous annoncer que j'inaugure mon nouveau format sur la chaîne, les entretiens de l'histoire. Et ce nouveau format va nous permettre de poser de nombreuses questions à nos historiens. Il y aura deux axes principaux dans chacune des interviews. Le premier soutiendra les questions se portant plutôt sur la vie des historiens. On va s'intéresser donc à la raison pour laquelle ils se sont intéressés à cette période. On va s'intéresser également à leur vie en général et finalement peut-être un peu leur carrière. Comment est-ce qu'ils sont partis d'étudiants à spécialistes de la période. D'autant plus que je suis moi-même étudiant en histoire-géographie et que un certain nombre d'étudiants suivent mes vidéos. De ce fait, en connaître davantage sur les motivations et les projets qui ont été réalisés par les historiens que nous suivons, cela peut être fortement enrichissant. Seulement, j'aimerais que vous compreniez quelque chose. Cette interview a été une grande première pour moi, et d'autant plus que j'ai dû inaugurer un nouveau format, donc c'est un nouveau travail d'écriture et de réalisation et de post-production. Donc, on pourra remarquer véritablement peut-être qu'au fil de l'interview, je n'ai pas forcément le même ton que j'emploie dans mes vidéos. Ce sera beaucoup plus le moi qui improvise véritablement. Hein. Même là, je suis en train de lire mon propre script. Et donc, voilà, soyez simplement un peu indulgents. J'ai besoin encore un peu d'expérience, mais au fur et à mesure, et à force de m'exercer sur ce travail, eh bien, tout simplement, le naturel prendra le dessus. Ainsi, dans quelques instants, nous aurons la chance d'interviewer David Chantran, historien de la période napoléonienne, et nous allons pouvoir nous intéresser premièrement à son parcours, et en seconde main, nous allons pouvoir questionner le sujet de la Lorraine sous Napoléon. Le sujet évidemment nous porte à cœur, puisque finalement je suis moi-même lorrain, David Chantran l'expliquera plus tard, mais il est lui-même de la région Lorraine, donc le sujet a été choisi avec précaution. J'espère que cette vidéo vous plaira, et n'hésitez surtout pas à la partager sur les réseaux sociaux, afin que je puisse proposer de nouveaux épisodes avec de nouvelles questions à aborder avec nos historiens. Allez, c'est parti! Et pour débuter cet épisode, je vous propose de vous présenter finalement, vous, David Chantragne, afin de nous intéresser au profil de nos historiens que nous lisons au quotidien. Car après tout, c'est vrai que quand on fait des entretiens ou des interviews avec des historiens, on interroge sur des questions précises, hein, c'est ce qu'on va faire un peu plus tard, mais peut-être ce qui est intéressant aussi, c'est de s'intéresser à quel a été leur parcours, pourquoi est-ce qu'ils se sont intéressés à ce sujet, etc. C'est vraiment un petit objectif que je me suis lancé en lançant ce format. Voilà. Donc, première petite question qui me vient, c'est comment vous est venue véritablement cette passion de la période napoléonienne ? En Lorraine, puisque vous savez peut-être, je suis originaire de la ville de Plombières-les-Bains, qui est dans les Vosges. Et maman s'occupant du musée, mes grands-pères étant très intéressés par l'histoire, eh bien, je suis un peu, pas forcément né dedans, mais ça m'a vraiment été naturel, parce que Plombières est une ville thermale, et que Joséphine, puis Napoléon III, qui était à la fois son neveu, hein, par le mariage de sa fille Hortense, mais également son petit-fils, hein, donc il était à la fois son neveu par le mariage avec Louis Bonaparte d'Hortense, mais également son petit-fils, puisqu'elle a été la grand-mère, hein, par l'intermédiaire d'Hortense. Donc, sous ces deux aspects, les Bonaparte ont vraiment marqué
vraiment marqué Plombières, et ça m'a vraiment passionné. C'est-à-dire que je me suis au départ intéressé à cette histoire locale, et puis progressivement j'ai fait mes études ensuite à Strasbourg, avec une maîtrise d'histoire sur le sacre de Napoléon, et puis une maîtrise d'histoire de l'art qui comparait les tableaux et également les gravures populaires qui avaient été faits à l'occasion justement de ce sacre. Donc j'ai fait une double étude en histoire et en histoire de l'art, qui ensuite m'ont amené à travailler à Paris. Tout d'abord à l'Institut de France, où je me suis occupé des collections de l'historien Frédéric Masson, qui était un spécialiste au tournant du siècle, entre 1880 et 1920, qui était vraiment un spécialiste de Napoléon, qui a écrit plus de 60 livres sur la question. Et puis donc je me suis occupé de ces collections qui avaient été léguées à l'Institut de France, à la Bibliothèque Thiers. Et puis ensuite je suis entré à la Fondation Napoléon et au Souvenir napoléonien. Puis je suis devenu le rédacteur en chef du magazine Napoléon Ier, maintenant Revue du Souvenir napoléonien. Les deux sont ensemble. Et donc, ça fait près de 25 ans que je m'intéresse en tant qu'historien, journaliste, à cette période napoléonienne des premiers et second empires. C'est vrai que c'était un sacré parcours. Et vraiment, le fait que vous avez au début enchaîné directement 2 études, c'est quand même assez impressionnant. C'est-à-dire que c'était pour moi assez logique. Je me passionnais pour cette période, mais je trouvais que, et on va peut-être en parler, que l'image a eu une force. Alors on parle de propagande, quand on parle de choses un peu trop anachroniques. À l'époque, c'est vraiment la communication politique, c'est-à-dire que l'image, par sa diffusion, par les images populaires, par les estampes, a permis de toucher un public plus large. Et donc Napoléon en sera un des grands utilisateurs, parce qu'il sait que c'est aussi de cette manière qu'on peut toucher un public plus large. Tout à fait. Ici, nous comprenons véritablement que l'historien David Chantrane apporte une importance particulière à l'image. En tout cas, au rapport que l'on peut avoir, nous, aujourd'hui, aux tableaux ou aux représentations un peu visuelles qui ont été faites à l'époque. En effet, cela est plutôt intéressant, d'autant plus que je possède moi-même mon format des tableaux de l'histoire, et dans lequel je précise assez souvent que l'image, c'est un moyen qui nous permet en tout cas de comprendre le monde d'autrefois. D'autant plus qu'aujourd'hui, c'est très fort cette image, avec le cinéma, comme il l'a évoqué, et nous l'avons évoqué tous les deux. Et bien tout simplement, ce cinéma nous permet d'enrichir encore plus l'image du passé. De cette manière, on n'est plus amené à simplement voir ce que la propagande de l'époque nous présentait, hein. Les tableaux, on les connaît tous. Non, maintenant, on peut carrément vous proposer d'observer l'histoire et de vous la faire ressentir. Et ça, c'est quand même vachement fort. Alors, petite nouvelle question que j'aimerais vous poser. Je l'ai sous les yeux. Alors, effectivement, du coup, vous avez un peu répondu, mais finalement, vis-à-vis des études que vous avez effectuées dans votre vie, comment est-ce que ça s'est déroulé ? Alors ça s'est déroulé en 2 temps, comme je vous l'avais dit, c'est-à-dire que la partie histoire s'est faite jusqu'à ce qu'on appelle aujourd'hui le Master 1, donc la maîtrise. Et puis j'ai fait également un Master 1 d'histoire de l'art. Et puis ensuite, comme mes études se sont interrompues parce que j'avais ce poste à la fois à l'Institut de France et puis ensuite à la Fondation Napoléon et au Souvenir napoléonien, j'ai repris mes études pour un DEA, un Master 2, on appelle ça aujourd'hui, justement consacré à Frédéric Masson. Et donc, après ce Master 2, j'ai poursuivi mes travaux, mes recherches, pour publier des premiers ouvrages. Et puis aujourd'hui, j'en suis à peu près une douzaine d'ouvrages seuls, une dizaine aussi en collaboration avec un autre écrivain ou un autre historien. Et puis en ouvrage collectif, préface, catalogue, colloque. Là, si on compte l'ensemble, ça fait peut-être soixantaine d'ouvrages où j'ai participé. Ça fait vraiment pas mal de choses. Et en fait... Alors, Napoléon, en revanche, ça, je voudrais juste préciser les choses au départ, c'est-à-dire que essentiellement, c'est sur cette période du Premier ou du Second Empire, mais plutôt le Premier Empire, c'est plutôt ma spécialité, mais j'ai également publié une biographie de Marcel Carné, parce que j'avais travaillé pendant 3 ans sur les archives du cinéaste, et j'ai fait une biographie qui était parue en 2012 à l'occasion de l'exposition rétrospective organisée à la Cinémathèque française à Paris, donc sur Les Enfants du Paradis, qui est un de ses films emblématiques. Donc,
le livre est sorti à cette occasion-là, parce que j'ai travaillé pendant 3 ans donc, sur les archives, et ça m'a été permis de faire cette belle biographie. Mais voilà, cette passion du cinéma en même temps que l'histoire, ben, finalement, c'est assez naturel, puisque je la partage aussi avec mon maître, le professeur Jean Tullard, qui m'avait suivi justement pour ce Master 2, enfin à l'époque, ce DEA, ce qu'on appelle le DEA à l'époque. Très bien, je vous remercie de votre réponse. En plus, c'est vraiment très enrichissant et il est vrai que l'image finalement qu'on peut donner de l'histoire vis-à-vis du cinéma, c'est quand même vraiment impressionnant ce qu'on peut faire en tout cas. J'ai toujours des films d'histoire qui me sont toujours restés, évidemment. Bon, Spielberg nous aura offert son Il faut sauver le soldat Ryan avec cette scène du débarquement. Il y a toujours des images qui nous restent et le cinéma, je pense, c'est ça la force du média, c'est justement de nous ancrer vraiment des images et encore plus fort quand c'est de l'histoire. Exactement, et puis c'était assez naturel. On avait eu une évolution, comme je vous disais, les estampes populaires qui ont commencé à diffuser des images un peu partout. Au départ, c'était les pièces de monnaie et les médailles, mais ensuite les estampes populaires. Et puis évidemment, après, eh bien, l'accès au musée a permis de voir de grands formats. Puis ensuite, ce qu'on appelait les panoramas, qui étaient en fait des déclinaisons sur toile de grandes structures. Et puis très progressivement, le cinéma, en même temps que le théâtre, qui était aussi un art très marquant, et bien, le cinéma a pris la suite et a permis à diffuser, puis ensuite la télévision et puis les écrans d'Internet et autres, mais de diffuser finalement des créations, alors fiction ou documentaire, mais des créations qui ont permis justement de mieux figurer l'histoire avec des images animées comme on peut les voir aujourd'hui. Et c'est vrai que ça marque et parfois on en oublie que c'est aussi une restructuration ou une réécriture de l'histoire à travers les images. Donc il faut toujours se garder de ça, c'est-à-dire que c'est toujours aussi intéressant de voir la part de l'artiste, mais le travail aussi de l'historien, c'est d'analyser et de pouvoir comparer par rapport aux sources dont on dispose, qui sont les sources premières dont dispose l'historien ou l'historien d'art. Des mots d'une grande sagesse. Alors, après nous être intéressés finalement au début de la carrière, les études, il est vrai que peut-être serait-il intéressant de nous demander, et peut-être que cette question m'importe beaucoup puisque j'en suis encore à mes études, mais comment êtes-vous véritablement entré en contact avec les historiens de la période ? C'est une question qui peut-être me tient à cœur puisque finalement, en tant qu'étudiant, voilà. Parce que c'est souvent difficile effectivement entre guillemets, de rencontrer les personnes, d'y avoir accès. Alors maintenant, les médias le permettent plus aisément, mais il n'y a pas que ça. C'est vrai que le contact direct peut se permettre. Alors, ça peut se faire sous différentes formes. C'est-à-dire qu'en allant directement au contact d'eux lorsqu'il y a des colloques, des conférences, des animations, ça c'est une première étape. Ça peut être également par l'intermédiaire des associations, comme par exemple le Souvenir napoléonien pour ce qui concerne la partie napoléonienne. Le Souvenir napoléonien est une association qui réunit près de 3000 adhérents et qui, justement, s'échange, et donc les historiens en font partie. L'Institut Napoléon, dont je fais partie également, ou la Fondation Napoléon, ont également à la fois des conférences, des propositions qui peuvent être faites et qui permettent justement, à l'issue des conférences, de poser des questions et de rencontrer directement les intervenants. Donc, c'est comme ça aussi qu'on peut avoir accès à différents médias ou à différents intervenants qui vous permettront ensuite de vous fabriquer, j'aime pas ce mot, mais c'est un peu l'idée, c'est-à-dire un réseau avec lesquels vous pourrez aussi échanger si vous faites des recherches, des études. Ça permet aussi d'avoir, bien sûr, contact avec votre professeur, mais aussi avec des historiens extérieurs. Mais oui, c'est vrai que oui, quand nous on est en tant qu'étudiants, c'est vrai qu'on a parfois un peu plus de difficultés à se lancer finalement, à contacter des historiens. Et c'est peut-être un message qu'il faudrait peut-être passer aux étudiants qui passent dans cette vidéo potentiellement. Le message le plus, le plus simple, c'est de sortir. C'est-à-dire de sortir de sa zone habituelle, qui est les études et qui est très importante évidemment, mais de le faire aussi en se disant que c'est un moyen à la fois d'élargir ses connaissances et aussi d'échanger, comme vous le faites là maintenant, pour voir un peu les parcours de chacun et peut-être d'orienter vous-même votre carrière, votre appréhension de l'histoire sous d'autres formes. Il n'y a pas que le côté livresque ou les archives, c'est aussi
d'autres aspects, des échanges, des débats, des conférences, comme je vous le disais, ou des voyages qui vous permettent de côtoyer directement les personnalités ou les historiens ou historiennes qui travaillent sur la question. C'est vrai que c'est très intéressant parce que finalement, pouvoir discuter avec, par exemple, des historiens ou même d'autres personnes d'associations qui auront des sensibilités différentes de la nôtre. Par exemple, moi je sais que dans l'histoire napoléonienne, j'aime beaucoup tout ce qui va être l'histoire diplomatique. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup entre les différents États européens. Mais par exemple, j'ai pas vraiment beaucoup de connaissances sur l'Empire britannique pendant cette période. Alors que peut-être qu'il y a des personnes qui, eux, auront ces connaissances et pourront nous les partager. Donc c'est vrai que de contacter, de partager des connaissances, c'est un peu de l'or. Nouvelle petite question qui aura du coup pour centre d'intérêt véritablement le côté mémoriel de toute cette période. Donc voilà, il faut dire que durant l'année 2021, cette année, elle a été très chargée en commémoration et en débat autour de la personne de Napoléon, mais pas que autour véritablement de toute la période. À ce titre, vous avez écrit un livre, Les 12 morts de Napoléon. Eh bien, je voudrais vous poser cette question. Que retiendrez-vous véritablement de cette année, de votre point de vue en tout cas, et des rapports, des apports qui ont pu être faits à l'étude de la période? Alors, j'allais dire que l'année a été effectivement chargée et marquée par le Covid qui était encore un certain nombre un petit peu biaisé. Donc, de ce point de vue-là, les choses ont été un peu différentes de ce qu'on imaginait. En revanche, à partir du mois de mars-avril, comme un certain nombre de choses ont pu être faites, eh bien, les commémorations officielles ont pu se tenir. Le livre dont vous avez parlé, Les 12 morts de Napoléon, était sorti en janvier. Il y a eu ce phénomène, évidemment, commémoratif qui a été très fort et le livre en a bénéficié. C'est vrai que les 12 morts, quand on imagine les 12 morts de Napoléon, on se dit, mais il est mort 12 fois. Non, évidemment. C'est-à-dire que 11 fois précédemment, il frôle la mort. Alors, la liste serait trop longue, mais on pense évidemment à l'attentat de la rue Saint-Nicaise, la blessure à Ratisbonne, enfin, il y a différents moments. Mais surtout, avant d'en arriver à Sainte-Hélène, Napoléon joue justement avec ça. C'est-à-dire que ce côté bonne étoile qu'il a poursuivi et qu'il a surtout protégé, a fait aussi que cette idée de commémoration de la mort de Napoléon du 5 mai 2021, donc le bicentenaire, était marquée aussi par les questionnements sur son parcours, sur son destin, sur la façon dont il avait appréhendé justement cette carrière qu'il avait menée, quasiment en fait de la gloire en 1804, et puis finalement pour tout perdre en 1815, évidemment, jusqu'à la mort en 1821. Donc, cette année 2021 a été marquée par ça. Bien évidemment, il y a eu la commémoration officielle au pied du tombeau de Napoléon par le président de la République, à 17h49, vraiment l'heure précise de la mort de Napoléon. Mais parallèlement, à Sainte-Hélène, là même où tout s'était achevé, eh bien, il y a eu aussi une commémoration qui a été forte. Et j'allais dire, toute l'année 2021, ensuite, a été lancée par cet événement. Donc, il y a eu un certain nombre d'ouvrages, de débats à la télévision, sur Napoléon, esclavagiste, par rapport à la position vis-à-vis des femmes. Mais c'est intéressant parce que justement, il faut recontextualiser, montrer ce qui s'est passé à l'époque, ce que faisaient les autres nations, comment Napoléon s'est positionné, quelles ont été ses fautes, ses erreurs. Il le remarque d'ailleurs et il le reconnaît à Sainte-Hélène, mais c'est un peu tard. Il a mis fin à la traite négrière en 1815, mais il avait rétabli l'esclavage en 1802, ou du moins il avait maintenu l'esclavage pour un certain nombre d'îles ou de lieux. Voilà, donc ce qui était intéressant, c'est que c'est aussi parallèlement à tout ça, une commémoration, ça permet aussi de se poser des bonnes questions sur le bilan qu'il faut dresser, de voir comment, à son époque, il a été perçu, et comment aujourd'hui on peut utiliser ce bilan de Napoléon pour notre quotidien, notre façon de vivre. Je rappelle quand même que c'est près de 200 réformes, Napoléon. Donc on en est directement issu, on vit finalement sur une structure encore napoléonienne en France. Et donc, pourquoi, comment tout ça s'est déroulé, c'était aussi l'intérêt de cette année 2021. Très bien. C'est vraiment enrichissant et en plus, c'est vrai que peut-être dans certains égards, on pourrait dire que cette année 2021 a relancé
l'intérêt, bon, évidemment, Napoléon, c'est quand même une des personnalités les plus connues dans l'histoire de France, mais peut-être à donner encore un petit coup de boost à l'intérêt commun autour de sa personnalité, autour de cette période quand même assez charnière dans l'histoire de France. Complètement. Parce que, comme je vous le disais, il y a eu un grand nombre de documentaires, de débats à la télévision, à la radio, dans les journaux, quasiment, enfin, tous les journaux de la presse quotidienne régionale ou nationale, les magazines, tous ont fait des hors-séries. Enfin, vraiment, ça a été vraiment un phénomène très marquant. Et puis, il y a des grandes expositions, comme celle de la Villette, par exemple. Il y en a eu en Belgique, à Waterloo. Il y en a eu vraiment dans différents lieux, Versailles. Enfin, et également des reconstitutions. C'est-à-dire que le phénomène de la reconstitution, qui est un phénomène grandissant, là, pour le coup, a bénéficié aussi de tout cela. Donc, j'allais dire que ça touchait vraiment tous les publics. Et puis, pour en parler aussi, parce que c'est un élément très important, je pense que pour les études napoléoniennes, que ce soit à l'université ou plus largement pour les gens qui se sont intéressés, comme vous disiez très justement, ça a reboosté, c'est-à-dire qu'on a redonné un éclairage particulier sur cette période-là, sur le personnage de Napoléon, mais même sur son entourage. Et je pense que c'est bénéfique, parce que même s'il y a eu des polémiques, c'est de ces polémiques justement qu'on peut alimenter la discussion et les échanges. Et justement, ces échanges ont été très fructueux et très intéressants. Voilà, c'est vraiment super intéressant. J'ai vraiment j'ai hâte de voir ce que nous donne l'avenir, notamment, bon là c'est l'année des 150 ans de la mort de Napoléon III. Il y a eu quand même pas mal aussi d'autres ouvrages qui ont été édités pour cette personnalité. Après, c'est vrai que je me suis toujours dit que pendant cette année, vis-à-vis du fait qu'on a un trailer maintenant, je pars un peu dans tous les sens, mais qu'on a un trailer maintenant du film Napoléon de Ridley Scott, l'ombre de l'oncle est toujours visiblement en train d'obscurcir Napoléon III. Comme ça l'a été à son époque, c'est-à-dire que Napoléon III, il y a un événement marquant, c'est le centenaire de la naissance de Napoléon Ier, en plein milieu du Second Empire, enfin à la fin plutôt du Second Empire, et au cœur de ces débats, c'est quasiment la même chose qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que Napoléon III, comment il pouvait se situer vis-à-vis de son oncle, quel était l'héritage dont il pouvait reconnaître les aspects intéressants, ou au contraire s'en détacher. Finalement, on est quasiment à la même place aujourd'hui, c'est-à-dire que 200 ans après, Napoléon Ier reste un phénomène important et surtout un personnage majeur à la fois pour les institutions, à la fois pour les structures de l'État, et puis plus largement pour ce parcours hors du commun. Enfin, il faut imaginer, il est né dans une ville qui faisait à peu près 4000 habitants, qui était Ajaccio à l'époque. Il faut voir ce qu'il est devenu. Et donc, ce météore, vraiment, ce phénomène Napoléon, il nous interroge sur les rendus possibles d'un parcours personnel, mais aussi des écueils qu'il faut parfois éviter. Donc, c'est vraiment passionnant et fascinant de voir aussi en quoi il peut nous être utile, aussi bien pour nos chefs d'État actuels que pour nous-mêmes en tant que personne, tout simplement, pour se demander si parfois il ne faut pas se garder de tout excès dans certains aspects, et au contraire, lorsqu'il y a quelque chose qui a réussi, vérifier que l'entourage aussi peut en bénéficier et le faire le mieux possible. Dans cette nouvelle partie, désormais un peu plus dédiée sur le sujet de ce débat, qui sera, enfin ce débat, de ce petit, comment est-ce qu'on peut appeler ça ? Cet échange. Le sujet, ce sera la Lorraine sous Napoléon. Alors, je suis évidemment lorrain de par mon pseudonyme de la quiche historique. Voilà. Même si mon patronyme tend davantage à rappeler que je suis originaire au départ, par mon arrière-grand-père de l'Auvergne, parce que Chanteranne vient de Chantereine, donc l'endroit où on chantait les grenouilles. Donc c'était pas un nom, on va dire, vosgien typique, mais je suis lorrain depuis 4 générations, et c'est vrai que cet attachement à la Lorraine, il est aussi fort et donc très, très marqué. Quelle était véritablement la réception de la population de cette chère région lorraine vis-à-vis de la montée progressive du pouvoir
de Bonaparte. On va préciser, hein, la trame va se passer entre le consulat et ensuite vers la transition vers l'Empire. Il y a deux phénomènes. Il y a deux phénomènes qui vont avoir qui vont se joindre. C'est-à-dire que dans un premier temps, la Lorraine, qui, je vous le rappelle, est devenue française en 1766, donc depuis très peu de temps, hein, à la mort de Stanislas, la Lorraine a un attachement, on va dire, assez disjoint vis-à-vis de la royauté française. Tout simplement parce que cette histoire est assez fraîche. Mais arrive la Révolution et la Lorraine, parce qu'elle est un peu en marge, parce qu'elle se considère comme étant proche du territoire du Saint-Empire romain germanique, a une situation d'entre-deux. Mais effectivement, l'arrivée au pouvoir de Bonaparte va stabiliser les choses. Et donc, par exemple, pour le département des Vosges, pour le dire tout simplement, le département des Vosges, au moment de l'arrivée au pouvoir de Bonaparte, est le premier département à participer au financement et à envoyer ses subsides. Donc, c'est pour cette raison que l'une des grandes places royales de Paris s'appelle Place des Vosges. Parce que justement, c'est en rappel et en rapport avec cet apport que les Vosgiens ont fait. Mais plus largement, la Lorraine va être très enthousiaste pour Bonaparte et Napoléon. Parce que, je vous dis, c'est la stabilité, parce qu'il y a des grands personnages, des maréchaux, comme par exemple le maréchal Ney, comme par exemple le général Drouot, comme le maréchal Victor, dont on parle très peu souvent. Eh bien, ce sont des personnages, ou Duroc, qui est quand même, alors là, pour le coup, quelqu'un sur qui Napoléon va beaucoup compter, comme grand maréchal du palais, ce sont des personnages qui vont vraiment marquer. Roederer aussi sera un de ces personnages très importants et un de ses confidents. Donc, il y a des attaches très fortes et des personnalités. Mais ensuite, c'est l'autre phénomène qui va jouer, c'est que la loi Jourdan-Delbrel de 1798, qui est donc le départ de la conscription, va lancer sur les champs de bataille européens, et ils vont être, on le sait, très marqués au temps du consulat et surtout de l'Empire, et bien va lancer toute une génération, et des générations même, sur les champs de bataille. Et donc, les pertes qui seront de plus en plus nombreuses au long des combats napoléoniens, à partir de 1812 encore plus, donc vu la campagne de Russie, comment elle va se dérouler, et puis surtout la campagne de Saxe de 1813 et la campagne de France, et n'oublions pas évidemment les 100 jours avec la bataille ultime de Waterloo, eh bien ces pertes vont beaucoup marquer les esprits, et donc cet enthousiasme, cette stabilité qu'on avait recherchée dans un premier temps, eh bien va desservir Napoléon, qui va se couper une partie de la population. Ça reviendra évidemment après sa mort, parce qu'il y aura aussi un certain attachement avec des écrivains comme Erckmann Chatrian, qui vont un petit peu garder cette nostalgie d'une période où tout était possible, où tout était envisageable, mais ces pertes de l'époque eh bien, vont marquer un peu les esprits, et donc il faudra un certain temps pour que finalement la période romantique fasse revenir Napoléon sur le devant de la scène. Donc voilà, c'est un aspect mitigé, mais la Lorraine, comme je vous le disais, par les personnalités et par les événements qui s'y sont déroulés, a été très marquée par la période napoléonienne. C'est vraiment super intéressant. En plus, il faut aussi peut-être, on peut aussi peut-être ajouter le fait que il y a beaucoup de personnes qui ont été engagées dans la Grande Armée, donc voilà, on va dire entre la période du consulat et le début de l'Empire, qui ont connu les premiers succès de Napoléon avec, on connaît tous les batailles, Austerlitz, etc. Bref, mais finalement avec ce désastre de Russie, on perd finalement peut-être ce qui était le cœur de la première grande armée, quand j'aime bien appeler la première grande armée. C'est exactement ça. Et justement, l'avantage et l'intérêt de cette première grande armée, c'était aussi de défendre les frontières. Il ne faut jamais oublier ça, c'est-à-dire que la France avait été attaquée en tant que république par plusieurs coalitions, et Napoléon est en fait dans une continuité, puisqu'il est empereur de la République française, il est empereur des Français. Donc les différentes coalitions sont là pour essayer de mettre un terme à cette égalité voulue par la République, et Napoléon, quand on est un défenseur, il a forcément l'assentiment aussi populaire très fort. Mais ensuite, lorsque son ambition va devenir dévorante, on se souvient par exemple de l'Espagne et de la Russie, eh bien cette ambition, défendre les frontières lorsqu'on se trouve encore en Allemagne, ça peut s'imaginer et se comprendre. Mais lorsqu'on arrive à Moscou, c'est un peu plus difficile à faire entendre. Donc ces choses-là vont jouer en sa défaveur, et donc ça va finalement se retourner contre lui. Mais je vous dis,
À partir des années 1830-1840, il y a un autre phénomène, celui de la nostalgie et celui d'une relecture finalement de l'histoire qui va mettre Napoléon sur le devant de la scène, et on va le retrouver constamment en 14-18, après-guerre, 40, enfin, pour être un des grands personnages de structure à la fois des institutions et puis de la vie quotidienne des Français. Donc finalement, en fait, Napoléon, bien qu'il soit de Corse, qu'il soit devenu en fait empereur à Paris, et finalement c'est devenu aussi un peu l'empereur aussi de la Lorraine. Il y avait une certaine proximité. Et bien justement, c'est peut-être lié à ça. C'est-à-dire que tout le paradoxe de Napoléon, vous l'avez souligné, il vient de Corse. Corse qui est sous protection française depuis 1768, donc c'est-à-dire un an juste avant sa naissance. Et presque parallèlement, eh bien, la Lorraine est arrivée française. Donc, il y a une histoire parallèle entre ces deux terres. Et donc, entre la Corse et la Lorraine, entre le maréchal Ney, par exemple, et Napoléon, qui étaient d'exacts contemporains, quasiment, il y a une certaine continuité, un certain parallèle des destins, et ça se ressent. C'est-à-dire qu'ils se sentent peut-être plus français que les Français qui eux-mêmes n'avaient pas vraiment de questionnement à avoir. Eux, ils avaient fait le choix de servir la France, et cette France républicaine, devenue impériale, ils en étaient vraiment très marqués. Et c'est pour cette raison que Napoléon, c'est le nom, alors que c'est peut-être un nom corse, on sait au départ, mais c'est peut-être le nom qui est le plus marquant à l'étranger, parce que quand vous dites Napoléon, tout le monde sait à qui vous faites référence, et pourtant c'est une origine corse attestée qui lui avait été donnée, notamment par sa mère, parce que c'était le prénom d'un de ses oncles, d'un de ses grands-oncles qui venait de mourir. Donc, il y a de ça chez Napoléon. C'est l'homme des paradoxes, mais justement parce qu'il y a ce paradoxe-là, on peut s'y attacher, et la Lorraine y était peut-être encore plus sensible que d'autres terres de France. Nous avons une région dure à cuire, après tout. Très bien, on va pouvoir passer directement à la question suivante, je pense. Après cette question absolument très intéressante sur la réception de la population lorraine vis-à-vis de Napoléon, je vous propose de nous intéresser à un autre aspect de la Lorraine, qui est son aspect frontalier. Et cela n'aurait peut-être pas... Ça peut pas paraître... quand on regarde sur une carte, on le voit très bien, la Lorraine, c'est une terre un peu de passage, en tout cas une terre frontière. Et donc, la question est la suivante. Peut-on définir véritablement la Lorraine comme une terre de résistance aux invasions étrangères ? Ici, on peut faire référence évidemment au siège de Thionville en 1792, puis en 1814, au siège de Metz durant la même année, puis au siège de Rodemack en 1815. Quels sont vos mots là-dessus ? Bien sûr, mais c'est une évidence, et cette terre de Lorraine, elle va être marquée considérablement par la période napoléonienne, ça c'est indéniable. Vous l'avez dit, ça a débuté déjà au moment de la Révolution, puisque pour ne faire référence qu'à la bataille de Valmy, on est finalement aux portes de la Lorraine, on est vraiment à proximité, puisqu'on est tout près de Reims et de la région. Et ensuite, cette Lorraine, elle va être marquée, comme vous le disiez, par les passages successifs des troupes napoléoniennes en route vers, par exemple, ce qu'on appelait les sept torrents qui ont dévalé en direction depuis Boulogne-sur-Mer, ou depuis les camps de Boulogne, pour être plus exact, en direction de ce qui va être ensuite Ulm et Austerlitz. Et ça ne va pas arrêter. C'est-à-dire que les troupes passeront par la Lorraine, avec la fameuse chanson si célèbre, passeront par la Lorraine en direction à la fois du Saint-Empire romain germanique qui va s'écrouler, en direction ensuite de la Prusse, puis la Pologne et la Russie. La Lorraine est vraiment un endroit marqué par ces troupes napoléoniennes. Et vous l'avez justement rappelé, c'est vrai qu'à la fin de l'Empire, en 1814 et en 1815, le reflux ensuite, les attaques successives des coalisés contre la France passeront à la fois par l'Alsace, mais aussi surtout par la Lorraine. Et donc, les combats qui vont avoir lieu aussi bien en ce qui est aujourd'hui la Moselle, que la Meurthe-et-Moselle, que la Meuse ou que les Vosges, ces 4 départements vont être marqués au fer rouge par ces combats, avec des drames insolubles, terribles, avec des destructions, avec des occupations, aussi bien par les Prussiens, les Autrichiens et aussi les Russes. Donc, il y a vraiment des villages entiers qui vont être marqués, des combats qui vont avoir lieu ici. Donc la Lorraine, vraiment, a payé le prix fort de cette période napoléonienne. Et si on a des marques aussi fortes d'écrivains, d'artistes lorrains qui évoquent la période napoléonienne, c'est aussi parce que cette mémoire
elle s'est perpétuée à travers les générations jusqu'à aujourd'hui. Et justement, finalement, dans ces dernières années de l'Empire 1814-1815, ce qui est peut-être aussi marquant, c'est le fait qu'on se bat pour son territoire, on revient dans un territoire de défense, et finalement, c'est parfois un peu aussi, comme on disait avec Napoléon, hein, les paradoxes, etc. Mais Napoléon qui demande toujours plus, qui demande encore plus de moyens, plus. Bien sûr, vous avez raison de le dire, c'est-à-dire que sur les troupes régulières, il y a des demandes qui sont faites, mais surtout, il y a un phénomène dont on parle très peu, c'est que les corps francs, les francs-tireurs, les gardes d'honneur, enfin, toutes ces troupes qui étaient une sorte de réserve ou d'appel au peuple, eh ben, va se faire un peu comme on l'avait connu en 1792 lorsqu'il y a eu l'appel aux volontaires. Eh bien, on a eu la même chose en 1814, enfin 1813, 1814 et 1815. Et donc, la terre de Lorraine s'est défendue elle-même par rapport aux envahisseurs et aussi pour justement maintenir son indépendance, parce qu'elle était française depuis peu, et cette question n'a jamais été mise à mal. On sait, il faudra attendre 1870, mais ça c'est un autre drame. Mais pour ce qui est de 1814-1815, la France va conserver la Lorraine dans ses attributions, et depuis ce temps, eh bien, il n'a jamais été question, mis à part, je vous le disais, cette période de 1870-1918, 1919 même, eh bien, il n'a jamais été question de la remettre en question. Comme je le disais avant, nous sommes des durs à cuire et on a toujours résisté. Bon, on n'a pas gagné. On a tenu bon. Exactement. Après avoir évoqué finalement ce passé un peu guerrier de la région Lorraine, peut-être on pourrait encore poursuivre un peu plus loin en nous intéressant au profil un peu type de la région. À ce titre, auriez-vous finalement un parcours un peu particulier de personnalité de la Lorraine à nous raconter, qui ne soit pas évidemment donc les grandes personnalités qu'on connaît, donc Maréchal Ney, ou Duroc ou Drouot par exemple? Alors il y a un personnage que tout le monde connaît et qui a beaucoup marqué aussi, qui a beaucoup servi finalement la légende napoléonienne, c'est Pellerin. Parce que Pellerin, avec son imagerie, qui est créée en 1796, alors qu'il a à peu près une quarantaine d'années à ce moment-là, Pellerin va beaucoup marquer les esprits. Parce que la diffusion de cette imagerie populaire, elle permet justement de faire comprendre que par des images, on peut toucher un public qui, je vous le rappelle, à l'époque, est encore pour une grande partie analphabète. Donc l'image, elle a cette vocation qu'elle frappe les esprits, qu'elle dit en très peu de moyens énormément de choses, et ensuite, eh bien évidemment, à la lecture des bulletins de la Grande Armée, la lecture qui se fera, vous le savez, hein, qui se fait au moment des veillées, par exemple, eh bien, la veillée permet justement d'aller plus loin dans le détail. Mais l'image frappe les esprits, marque. C'est-à-dire que Napoléon, par exemple, au moment de son sacre, Napoléon sur le champ de bataille, Napoléon près du peuple, Napoléon en train de manger avec les soldats, tout ça va servir de base à la légende napoléonienne qui va s'installer durablement. Et Pellerin, qui est un Lorrain, puisqu'il est d'Épinal, eh bien Pellerin, l'imagerie d'Épinal, eh bien, elle va donner naissance à toute une série de grandes compositions qui seront ensuite diffusées dans quasiment tous les foyers français. Et j'allais dire qu'il est aussi important finalement Pellerin que peuvent l'être des grands personnages qu'on a cités, comme Ney, comme Victor, comme Duroc, qui eux, ou Drouot, qui eux, bien sûr, vont servir les armées, vont servir la cause napoléonienne, mais Pellerin est aussi un serviteur dont il fallait rappeler aussi le destin et tout l'apport qu'il a pu faire à cette période impériale. Vraiment super intéressant. C'est vrai que c'est aussi une bonne chose de remettre un peu au goût du jour des personnalités qui ne sont pas forcément évoquées, on va dire, sur les devants de la scène. Notamment, vous aviez évoqué avant le maréchal Victor, qui a été un petit peu oublié, et pourtant il a quand même une vie assez remplie. Et, Très riche. Très riche. Il y a un épisode du maréchal Victor qu'il faut rappeler. Il avait été fait prisonnier et il a été échangé contre un personnage que tout le monde connaît aujourd'hui, qui était le feldmaréchal Blücher. Et donc cet échange de prisonniers à l'issue de la campagne de Prusse, hein, entre 1806 et 1807, eh bien, cet échange de prisonniers il va être marquant, puisqu'on le sait, Napoléon va être battu par Blücher avec Wellington, mais au moment de la bataille de Waterloo. Alors, est-ce que cet échange avec Victor aurait pu avoir une autre issue? C'est possible, mais avec des si, évidemment, l'histoire est différente. Et puis l'autre aspect, c'est que Victor
bien sûr, on le sait, hélas pour lui, va être du fameux jury qui va juger le maréchal Ney. Donc, entre les deux Lorrains, c'est un moment aussi dramatique et terrible qui va se jouer. Donc, voilà, Victor, c'est un personnage important, mais au-delà de ça, il a été très important, Victor. Et par exemple, au moment de la campagne de Prusse, les Prussiens, donc de manière plus générale, les Allemands vont se souvenir de Victor. Et lorsque les Allemands seront ensuite en Lorraine, eh bien, la statue de Victor qui se trouvait à la Marche ne sera pas mise à terre, parce qu'ils se souviendront de ce que Victor avait fait pendant son installation en Prusse. Et donc, en respect de sa mémoire, sa statue va être restée intacte. Et donc, aussi bien en 1814, il n'y a pas encore de statue là, mais toutes les plaques, le souvenir de Victor, et ensuite en 14 et surtout, enfin en 1914 et en 1940, eh bien, le souvenir du maréchal Victor ne sera jamais oublié par les Allemands qui respecteront sa mémoire. C'est vrai qu'ils ont une un certain sens du respect de la mémoire. Ils ont beaucoup de respect, visiblement, les Allemands et bon, les Prussiens à l'époque, vis-à-vis des personnalités, même s'ils étaient dans le camp parfois des perdants. Peut-être que ça tient aussi à notre histoire commune, parce qu'on a aussi une terre d'empire pendant longtemps, la Lorraine, et puis évidemment l'Alsace. Donc il y a peut-être aussi cette proximité à la fois linguistique pour certaines régions ou certains départements de la Lorraine, bien sûr l'Alsace aussi, mais il y a aussi une certaine forme de valeurs qui vont se retrouver pendant très longtemps avec cet esprit en commun. Très bien. Je vous remercie en tout cas de nous avoir présenté ces deux parcours finalement qui sont extrêmement enrichissants et à l'occasion, mes chers viewers, allez vous renseigner sur ces deux personnalités et lisez. Pour les Magie Épinal, il y a de très bons livres qui sont parus encore récemment. Et pour ce qui concerne Victor, il y avait un très bon livre paru déjà depuis quelques années, mais une très bonne biographie due à Jacques Le Coustumier aux éditions Nouveau Monde Éditions, qui était vraiment une très bonne biographie. Et donc finalement, après avoir terminé ce passage un peu militaire et guerrier de nos personnalités de la Lorraine, peut-être serait-il intéressant de nous intéresser à la suite de cette période. Et donc finalement entrer dans ce qu'on appelle l'histoire mémorielle. À ce titre, quelles sont aujourd'hui les traces du passage napoléonien dans cette région ? Alors, elles sont nombreuses parce que ce sont nombreuses traces, elles sont nombreuses parce qu'elles sont diverses. On retrouve à la fois des plaques sur les lieux de naissance ou de mort des personnalités, on retrouve évidemment des statues. On a tous en tête, par exemple, à Lunéville, la statue du général Lassalle. On a tous en tête la très belle statue qui a été restaurée par le travail qui est fait notamment par Marin Manzin, par les Vosges napoléoniennes et par le souvenir napoléonien, la statue de Drouot. Enfin, on a tous en tête ces grandes statues qui sont là aussi pour rappeler un destin hors du commun. Mais au-delà de cela, je crois que ce qui est intéressant, c'est de se dire que cette mémoire napoléonienne, elle est vraiment intrinsèque aux Lorrains. C'est-à-dire que quand vous parlez des grandes périodes qui ont marqué les Lorrains, les premières choses qui vont venir en tête, c'est forcément 14-18. C'est l'Empire, parce que c'est un moment très fort. Et puis, si on revient un peu en arrière, il y aura forcément Charles le Téméraire et ses combats qui sont faits devant Nancy, ou la lutte à Metz pour ces luttes, notamment jusqu'à Louis XV. Donc voilà, j'allais dire 3 grandes périodes, c'est-à-dire l'Ancien Régime, fin du Moyen-Âge, début de l'Ancien Régime, jusqu'à Stanislas évidemment, l'Empire, et puis évidemment 14-18. Mais j'allais dire que la Lorraine s'est constituée justement des drames. C'est-à-dire que, comme vous le disiez, on est des durs à cuire, on a quand même des difficultés parce qu'on est dans une situation un peu entre deux. Au niveau du climat, au niveau des personnalités. Et j'allais dire que presque qu'une jeune héroïne soit née en Lorraine, en terre de Lorraine, comme Jeanne d'Arc, c'est pas étonnant finalement. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a des combats à mener, souvent les Lorrains sont en première ligne parce qu'ils se sentent directement impliqués, parce qu'il faut se défendre, et aussi parce qu'il y a un caractère très fort, très marqué, on ne s'en laisse pas compter, on ne va pas
attendre que les choses arrivent toutes seules. Et donc, il faut aller au-delà, se maintenir pour forcer le destin, pour tenir coûte que coûte. Et donc, c'est resté ancré dans les consciences et dans les caractères. Et ça, finalement, c'est peut-être le plus lorrain qui nous soit attaché. C'est ce combat perpétuel qu'on a en nous. Pas forcément violent, mais rien n'est acquis. Et donc, il faut toujours aller chercher les choses là où elles ne sont pas. Et donc finalement, peut-être ce qui pourrait être aussi dit, c'est qu'il faut maintenir cet héritage mémoriel. Et voilà, comme Marin Manzin a pu le faire donc, il y a quelques années maintenant, simplement essayer de restaurer ce qui peut être restaurable, essayer de mettre en avant des personnalités comme on l'a fait dans cette vidéo. Et vous disiez, il y a des historiens, il y a des associations, on en a parlé tout à l'heure, Thierry Lenz, là il y a Éric Anceau qui arrive à l'Université de Lorraine, il y a eu Thierry Chauffard, notre regretté ami, enfin, il y a eu des personnalités qui ont fait de la Lorraine, d'un terme universitaire ou historien, une terre napoléonienne très forte. Je vous ai parlé de Jacques Le Costumier, il y en a beaucoup. Si on regardait, bien sûr, si on revient en arrière, il y a un personnage, il y a un grand historien qui était Louis Madelin. Madelin a écrit des sommes considérables sur l'Empire et ça reste encore une autorité reconnue. Donc les volumes de Louis Madelin qui ont été réédités récemment encore dans la collection bouquins restent vraiment une œuvre fondamentale. Et c'était un Lorrain, il était originaire des Vosges, de Neufchâteau. Donc vraiment, il y a ce côté très marquant chez les Lorrains. Et l'Empire est vraiment une période qui nous intéresse pour toutes les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Merveilleux. Je vous remercie. Et nous voici donc à la fin de notre interview. Et du coup, pour terminer cette belle session, j'aimerais poser une petite question bonus qui me tient beaucoup à cœur, puisque j'avais un projet de vidéo qui n'a pas pu être fait sur la bande-annonce. Et donc, évidemment, je vais vous directement passer à ma question. Donc, dans les vidéos de Christopher Lann sur YouTube, vous avez donné votre sélection des meilleurs films sur Napoléon. De ce fait, vous avez déjà fait un beau tour d'horizon dans votre livre intitulé « Napoléon à l'écran, cinéma et télévision ». Mais j'aimerais entendre votre avis sur le Waterloo de Bondarchuk, sorti en 1970. Et éventuellement, après, on évoquera le trailer de Ridley Scott. Bien sûr. Alors, ce film de 70, il vient dans un contexte particulier. Tout d'abord, effectivement, comme vous l'avez rappelé, je l'ai évoqué dans ce livre Napoléon à l'écran avec ma consoeur Isabelle Vera-Masson qui s'est intéressée, elle, à la partie donc de la télévision. Et sur le cinéma, ce film de 70, il arrive, je vous dis, dans un contexte très particulier. Tout d'abord, on est au moment du bicentenaire de la naissance de Napoléon. 1969, le général de Gaulle a quitté le pouvoir, c'est Georges Pompidou qui prend la suite et qui va faire ce grand discours à Ajaccio le 15 août 1969. Donc, c'est un moment marquant. Parallèlement, il y a de grandes expositions, un peu comme ce qu'on a connu en 2021. Et arrive ce film de Bondarchuk qui arrive au moment où, parallèlement, Kubrick est en train de préparer lui-même aussi un Napoléon. Alors, le film de Waterloo de Bondarchuk va avoir deux conséquences majeures. La première, c'est qu'il fixe un peu les traits d'un Napoléon un peu vieillissant, qui est joué par Rod Steiger, alors qu'au départ, Bondarchuk avait prévu, parce qu'il avait déjà fait, lui, un grand film de 8 heures sur Guerre et Paix, une adaptation quasi parfaite du roman de Tolstoï en 66-67. D'ailleurs, ce film de 67, fait par la Mosfilm, avait été un moment marquant du cinéma, parce qu'en pleine guerre froide, imaginez, en pleine guerre froide, ce film Guerre et Paix de Bondarchuk avait reçu l'Oscar du meilleur film étranger. Ce qui n'est pas rien quand on sait la lutte que se faisaient les Américains et les Soviétiques à l'époque. Donc, un producteur, De Laurentiis, pour ne pas le nommer, confie à Bondarchuk ce film Waterloo, où il avait donc une hypothèse, c'est est-ce que Napoléon est allé au bout de son projet, vraiment, de cet empire démesuré. Donc on se retrouve au moment où Napoléon quitte le pouvoir à Fontainebleau, on le devine au moment où il reprend la route en direction des Alpes, il remonte effectivement, il retrouve le maréchal Ney, bon il y a quelques anachronismes, mais des petites libertés avec l'histoire, et puis évidemment la bataille qui est marquante parce que Rod Steiger, qui joue Napoléon, va se retrouver confronté
au Wellington interprété par Christopher Plummer. Mais il faut imaginer que Bondarchuk, dans son idée première, avait envisagé une toute autre distribution. Dans un premier temps, c'était Richard Burton, le grand Richard Burton, qui devait jouer justement Napoléon, et face à lui, Peter O'Toole avait été envisagé. Alors peut-être que le film aurait été différent, mais en attendant, c'est un film beaucoup plus noir, beaucoup plus sombre, beaucoup plus difficile qui va être porté à l'écran. Et le semi-succès ou semi-échec, ça dépend comment on le situe, du film, qui ne va pas rencontrer vraiment son public, eh bien, va démoraliser un petit peu Kubrick. Donc, il y a deux raisons à ça, c'est-à-dire deux conséquences majeures. C'est-à-dire que le film, moi, je le trouve très bon, même s'il a un côté un peu chant du cygne de Napoléon, mais c'est Waterloo quand même. Il y a un tournage incroyable, des éléments avec des hélicoptères, la musique de Nino Rota, mais peut-être que la confrontation entre Rod Steiger et Christopher Plummer aurait été différente si, effectivement, Bondarchuk avait pu disposer des deux comédiens qu'il avait envisagés. Après, évidemment, Kubrick va mettre en carton son film, il va le laisser dans ses archives, et puis il va faire un autre film, dans le même esprit, mais plus en arrière au niveau du temps. C'est effectivement Barry Lyndon, tourné à la bougie, avec des ambiances totalement incroyables. C'est à ça qu'on aurait peut-être pu s'attendre si son Napoléon avait vu le jour, mais on le voit maintenant, Ridley Scott va prendre la suite, et on attend avec beaucoup d'impatience ce que va être le résultat final de ce film. Je vous remercie en tout cas, c'était vraiment super intéressant. Et voilà, moi j'avoue que si je devais mettre au top 1 de mes films napoléoniens, j'avoue que je mettrais Bondarchuk 1970, Waterloo, rien que pour l'immensité de ce qu'il nous a proposé. Et quand on se Oui, puis il y a un tournage assez incroyable avec des moyens considérables. Il a une partie de l'Armée Rouge qui va tourner en Yougoslavie à l'époque. Il a des moyens considérables aussi en termes d'effectifs, de techniciens. Je vous disais, les caméras sont portées sur des hélicoptères. Enfin, c'est grandiloquent. C'est tourné parfois aussi comme du western, c'est-à-dire que c'est des gros plans sur les yeux, sur les mains, sur les bouches, sur les attitudes. Enfin, c'est incroyable. Et tout ça, c'est pas « Il était une fois en Amérique », ça n'est pas non plus « Il était une fois dans l'Ouest », mais c'est peut-être « Il était une fois Napoléon » que tout le monde avait envisagé. Et ce Waterloo, c'est un peu ce crépuscule inimaginable. Mais je vous le disais, Ridley Scott arrive maintenant, et près de 50 ans après, 53 ans après, on s'imagine que ça va être quelque chose d'assez gigantesque, avec un acteur, Joaquin Phoenix, qui va donner sa pleine mesure, un personnage. Alors, il est peut-être un peu plus vieux que ce qu'on imagine chez Napoléon, mais c'est pas tant ça qui est intéressant. C'est finalement comment va être apportée l'histoire, et on peut faire confiance à Ridley Scott. Voilà des mots qui, à mon avis, concluront cette interview. Vraiment du bonheur. Moi, j'apprécie beaucoup l'événement. Donc, vraiment, c'était Merci à vous de votre invitation. Comment ? Merci à vous de votre invitation. C'était aussi un bonheur d'échanger sur ce thème. Oui, en plus, on a pu vraiment un peu s'éparpiller, aller sur différents sujets. Napoléon et la Lorraine, on a pu un peu voir votre parcours de vie. Et puis, voilà, ces petites questions bonus sur le cinéma et Napoléon. Donc, vraiment très, très intéressant. Et j'espère un jour pouvoir vous revoir, en tout cas, sur le cadre de ma chaîne, et pouvoir proposer de nouvelles choses. Si on est gentil. Merci de l'invitation. Merci. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir, Mathias. Au revoir. Et que l'histoire soit avec vous. Exactement.